Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir. Nous nous retrouvons ce soir pour aborder le thème des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs, qui est individu et communauté. Je vous ai proposé la fois précédente une réflexion sur la notion d'individu dans les suppliantes d'Échille. Nous continuons sur ce même texte et travaillerons donc ce soir sur la thématique de la révolte. Dans quelle mesure les suppliantes sont-elles une communauté dissidente, une communauté qui se révolte? Ce sera aussi l'occasion d'aborder cette notion de révolte, qui est une attitude individuelle à l'endroit de la communauté, une attitude de sécession, et de la distinguer de celle de révolution. Je travaillerai surtout sur le concept de révolte, mais parfois distinguerai donc cette notion de celle avec laquelle on la confond souvent, la notion de révolution. Comme nous l'avons dit la fois précédente, les Danaïdes, qui sont donc 50 jeunes femmes, forment à elles seules une sorte de petite communauté. Elles ne sont pas appelées chacune d'un prénom ou d'un nom individuel, elles ne sont pas une somme d'individualités, elles sont les Danaïdes. Elles sont reliées par des liens familiaux puisqu'elles sont toutes sœurs. Elles forment une communauté qui est de l'ordre de la famille, mais une famille au sens très large, avec leur père bien sûr Danaos. Au tout début de la première partie de la pièce qui est le Parodos, le Coryphée parle à leur sujet d'une troupe vagabonde. Je cite le tout début du texte. « Daigne, Zeus suppliant, jeter un regard favorable sur cette troupe vagabonde, dont la nef est partie des bouches au sable fin du Nil. » Petite troupe donc pour caractériser une petite communauté qui a fait donc sécession en partant d'Égypte, en s'exilant. Cette communauté, elle est reliée par un refus, par une révolte. Je cite le texte. « Et Danaos, le père qui inspire tous nos desseins, qui inspira notre révolte, a pesé tous les coups. » Ce passage permet de lever une première ambiguïté quant à la révolte. Est-ce la révolte d'une communauté, celle des Danaïdes, de ce fameux groupe dont nous parlions, ou est-ce la révolte d'un homme, Danaos, leur père? Car c'est lui, dans ce passage, qui inspire la révolte à ses filles. Plusieurs éléments dans le texte pourraient nous faire adhérer à cette deuxième proposition, que tout viendrait de Danaos. D'abord, ces filles lui sont particulièrement obéissantes. Elles n'ont pas, dans leur comportement à son endroit, de révolte. Elles ne se révoltent pas contre le père. Ainsi, dans le premier épisode, Danaos, qui était sur un tertre, observe au loin une poussière sur la mer qui semble annoncer l'armée des Égyptiades. Il demande à ses filles de rester tranquilles, de lui faire confiance, de lui obéir. Je cite le texte. « Mes enfants, la prudence doit être notre loi. C'est en prudent pilote qu'ici vous a conduite le vieux père en qui vous avez foi. Et maintenant, à terre, ma prévoyance encore vous engage à garder mes avis bien gravés en vous. » Après ces paroles, il leur demande de s'asseoir sur le tertre pour demander, implorer l'exil, et surtout qu'elles ne fassent preuve d'aucune effronterie, dit-il. Qu'aucune assurance ne soutienne votre voix, qu'aucune effronterie sur vos visages au front modeste ne se lise en votre regard posé. Mais comment expliquer tant de prudence oratoire de la part de Danaos? Pourquoi a-t-il tant besoin de conseiller à ses filles d'être humbles, de ne pas être effrontées, et de parler peu, de se tenir tranquilles, si ce n'est parce qu'il les sait capables d'être prises par toute autre chose, ce que les Grecs appellent hubris. Elles sont capables de démesure, de parler trop, et si leur père craint pour leur avenir et essaie de maîtriser tout cela en les conseillant, en les freinant, c'est sans doute qu'il les sait très capables de faire échouer leur entreprise. Peut-être que la supplique ne sera pas suffisamment authentique, humble, pour qu'elle touche au cœur du roi d'Argos. Peut-être aussi leur refus du mariage choquera-t-il les habitants de la cité qui les accueillent, lesquels sont attachés à cette institution. Il y a donc bien chez les Danaïdes quelque chose qui ressemble à une révolte. Leur père en est tout à fait conscient, d'où ces précautions qu'il prend lorsqu'il présente leur entreprise. Et la suite de la pièce lui donne raison. Danaos avait de bonnes raisons de craindre pour ses filles, car elles vont en effet user de la menace à l'endroit d'Argos dans un premier temps, et même de Zeus, puisqu'elles vont menacer de se pendre si on ne les accueille pas.
Ainsi, le Coryphée menace le roi à la fin du premier épisode. Je cite le texte. « Si tu ne donnes à cette troupe une loyale promesse… » Et là le roi les interrompt. « Quel secours attends-tu enfin de ces ceintures ?» Ce à quoi le Coryphée répond « Celui de décorer les statues que tu vois d'offrandes insolites. » Et elles poursuivent un peu plus loin « De nous pendre à l'instant au Dieu que voici. » En effet, elles ont décidé d'utiliser les ceintures de leurs robes, ceintures caractéristiques des jeunes vierges, pour se pendre aux statues des divinités. Double menace donc qu'elles adressent au roi, de se suicider et de produire un sacrilège puisqu'elles se pendraient aux statues des dieux. Il y a donc chez les Danaïdes une part d'hubris qui se manifeste par ce ton d'effronterie que craignait leur père, par la menace d'un suicide collectif qui est présenté comme une offense envers les dieux. Est-ce que cette révolte a porté ses fruits ? Tant que ces jeunes filles alléguaient des arguments qui étaient plutôt rationnels, insistant sur la légitimité de leur démarche, Pélasgos était hésitant. Lorsqu'elle recourt à cette dimension de l'hubris qu'est la menace, il cède. Comme si la révolte d'une petite communauté pouvait faire plier la communauté dominante, celle de l'État d'Argos en Argolide. C'est dans le deuxième Stasimon, partie intéressante de cette pièce, que les Danaïdes vont le plus présenter leur dimension révoltée, lorsqu'elles évoquent le conflit qu'elles ont avec leurs cousins, les Égyptiades, qui voudraient les forcer à un mariage non consenti. Dans le premier épisode, avant ce moment du Stasimon, le roi d'Argos s'était enquis des raisons pour lesquelles les Danaïdes fuyaient les Égyptiades. Il voulait savoir si les Égyptiades étaient dans leur droit égyptien et peut-être accord également avec la culture grecque en général. Pélasgos, qui est roi, incarne la loi, le droit, et considère que le mariage, je cite, « accroît la force des maisons ». Il se réfugie d'ailleurs lorsqu'il est à court d'arguments, derrière l'argument de la légalité ou de la légitimité. Je cite, « Si les fils d'Égyptos ont pouvoir sur toi, de par la loi de ton pays, dès lors qu'ils se déclarent tes plus proches parents, qui pourrait s'opposer à eux ? Il te faut, toi, plaider que les lois de chez vous ne leur donnent point sur toi de tutelle. » Au fond, l'on voit ici que le roi d'Argos ne comprend pas les raisons de cette révolte. Il est pour lui tout à fait normal que des femmes soient sous la tutelle de mâles. Il reconnaît implicitement aux Égyptiades des droits sur les Danaïdes. Lorsque, dans le troisième Stasimon, le père d'Anaos observe la mer et voit que les troupes des Égyptiades sont sur le point d'arriver en Argos, il confirme, d'une manière un peu plus implicite, le caractère du droit qu'ont les Égyptiades sur ces filles. Il se pourrait, dit-il, qu'un héros, une ambassade vint ici, prétendant vous emmener et se saisir de vous par droit de reprise. Ce que confirme tout à fait la venue de ce fameux héros en fin de pièce, lorsqu'il dit « Des seigneurs vous en aurez, bientôt, en nombre, les fils d'Égyptos ». Le rapport des femmes aux hommes est donc un rapport de vassal à seigneur en quelque sorte, ou d'esclave à maître, ce que suggèrent à plusieurs reprises les Danaïdes qui refusent le mariage parce qu'elles refusent cet esclavage. Il semble, à ce moment de la pièce, que leur révolte n'est pas aboutie. Peut-être même aura-t-on le sentiment qu'une révolte, c'est toujours inutile. Or, tandis qu'elle cédait, « Je succombe à la force », dit le cœur, surgissent le roi et ses hommes en armes pour les libérer de cet hymen injuste. Ce moment du quatrième épisode donne toute sa légitimité à leur révolte et même à leur hubris. Une fin temporairement réconfortante fait d'elles des femmes qui acceptent, non pas leur union bien sûr avec leurs cousins, c'est exclu, mais de se soumettre à une tutelle, la seule bienveillante d'après elles, qui est la tutelle de Zeus. Autrement dit, on peut se révolter contre les hommes, mais on ne se révolte pas contre les divinités. Or, comment aller au bout de cette intuition, que l'on peut se révolter contre l'humain et non contre la divinité, si les hommes et les dieux sont reliés ? Il y a chez Danaos l'affirmation que le désir humain de l'homme envers la femme est naturel. Ces filles ne pourront rester chastes éternellement, sans contrarier les divinités elles-mêmes. Il dit à ses filles « Vous possédez cette jeunesse qui attire les yeux des hommes.
Mais les Danaïdes restent absolument inflexibles. Et le coryphée qui parle en leur nom déclare « Je ne dévierai pas de la route qu'a jusqu'ici suivi mon âme ». On comprend bien que cette route, c'est le choix de la chasteté. Dans le dialogue final, entre le chœur et les suivantes, dans l'Exodos qui clôt la pièce, les suivantes alertent les Danaïdes sur le caractère funeste de leur choix, un choix porté par la démesure. Les suivantes incitent à accepter le mariage. Ce serait pourtant là le mieux, disent-elles, à propos de l'hymen des fils d'Égyptos. Formule donc un vœu plus mesuré. Rien de trop, même avec les dieux. À travers ces quelques formules, les suivantes montrent que le rétablissement de l'équilibre dans les lois de la communauté et dans la tradition du mariage s'impose, ou s'imposeront nécessairement un jour aux Danaïdes. Et en effet, le texte constitue comme une sorte de prolepse, annonçant le destin tragique des Danaïdes. « Va, tu ne sais pas l'avenir, disent les suivantes, laissant présager qu'une révolte ne saurait persister longtemps, pourrait avoir des effets désastreux. Mais le cœur des Danaïdes est incapable d'écouter cet avertissement des suivantes. Elles maintiennent jusqu'au bout de la pièce leur absolu aveuglement. Alors pour finir cette analyse, je voulais revenir sur la notion même de révolte. Notion qui est curieusement souvent confondue avec celle de révolution, ou distinguée de manière assez systématique de cette dernière, comme si l'une avait des pouvoirs que l'autre n'avait pas. Dans le vocabulaire courant, révolte, révolution, mutinerie, contestation sont souvent prises l'une pour l'autre. C'est notamment le cas dans le vocabulaire journalistique. Et l'on pourrait considérer que la rigueur philosophique tendrait à distinguer ces concepts qui ne sont pas interchangeables. La révolte, par exemple, se distinguerait de la révolution en tant qu'elle serait petite, activité de quelques individus dispersés, alors que la révolution serait grande, mouvement plus global. Il y aurait d'autre part, dans la révolte, quelque chose de beaucoup plus subjectif. La révolte serait l'affaire d'individus qui réagiraient brutalement à des conditions jugées par eux insupportables, alors que la révolution aurait quelque chose de plus objectif, comme si quelque chose s'y délivrait dans le cadre de l'histoire, devait advenir. Pour ces deux raisons, on pourrait considérer que, petite et subjective, la révolte serait vouée à l'échec, tandis que la révolution grande et objective triompherait toujours. Le texte d'Échille semble aller dans ce sens. Les suppliantes n'aboutiront que temporairement, c'est ce sur quoi la pièce de théâtre s'achève, mais nous savons qu'il n'en est rien et qu'elles perdront à ce jeu. La révolte, comme l'ont annoncé les suivantes, n'aboutira pas tout à fait. Or, dans un article de François Châtelet, daté de 1972 et intitulé « Idées de révolte », François Châtelet s'oppose à cette représentation, d'après lui erronée, de la révolte, ou du moins des trois caractéristiques permettant de la distinguer de la révolution. La révolte n'est pas quelque chose de destiné à l'échec. Je le cite, « L'idée de révolte doit être située dans un registre qui ne renvoie, dans sa différence avec la notion de révolution, ni à l'objectivité, ni à l'intensité, ni à la réalité. Il y a des révoltes globales et vivantes, de Spartacus à ce qu'on appelle les contestations étudiantes, qui sont bien autre chose que le simple regroupement contingent de sujets mécontents. Pour le dire autrement, la révolte n'est pas sans efficace au prétexte qu'elle est plus petite en son fondement. De la même façon, elle n'est pas simplement de l'ordre de la subjectivité ou du mécontentement sporadique, mais d'un constat que quelque chose va mal dans la société, ce qu'il appelle un symptôme. Une révolte, explique-t-il, c'est toujours significatif. La révolte, dit-il, ne prépare pas, elle indique. Alors qu'est-ce qu'il entend par là ? Il veut dire que la révolte n'est pas un premier moment, en quelque sorte, un mouvement qui annonce quelque chose de plus fort qui serait la révolution, une espèce de pré-révolution. Elle ne prépare pas, mais elle indique, elle a du sens, elle est significative. Quand elle surgit, écrit-il, elle est l'indication qu'un seuil d'acceptabilité est dépassé. La révolte se répand et prolifère, elle s'éteint et sans arrêt renaît de ses cendres. Pour le dire autrement, lorsqu'une révolte éclate, elle est le symptôme que quelque chose dans notre société
ne va pas, ne fonctionne pas. Et Châtelet d'insister sur la nécessité de prendre en considération les révoltes. Les révoltes ne sont pas à déconsidérer, à juger vaines, à juger dérisoires, parce qu'elles nous renseignent sur l'état de notre société et sur le fait que son fonctionnement n'a pas convaincu tout un chacun. Voici ce qu'écrit François Châtelet à ce sujet. Rejeter comme inessentielle la mise en question actuelle de la prétendue société de consommation par l'action corrosive et disparate de jeunes qui préfèrent la drogue ou le vagabondage mondial au travail planifié, tenir pour nulles les colères de citoyens qui ne supportent plus le type de citoyenneté qu'on leur impose et en viennent à commettre ce qui est pour eux le péché majeur, la transgression des lois, cela est peu sérieux. Alors je ne reviens pas sur le contexte, ce texte est écrit en 72 et évoque les révoltes de ce moment. Mais si nous plaçons l'argument dans le cadre de la pièce de théâtre qui nous occupe, on peut se demander si la révolte du cœur des Danaïdes est si absurde. Et s'il faut éviter toute forme d'anachronisme, il me semble que ce texte nous dit quelque chose de la peur que pouvaient avoir les femmes de subir un désir de l'ordre de l'hubris, là encore de la part des hommes, qui pourrait autoriser au viol, qui pourrait autoriser en tout cas à des mariages non consentis. Et si ce texte ne saurait être un pamphlet féministe, il fait écho pour nous à quelque chose qui pourrait le devenir, bien sûr. Et en effet, Châtelet insiste bien sur le caractère renouvelé des révoltes tant que quelque chose dans la société n'a pas été redéfini ou amélioré. Je le cite encore. « La révolte se répand, elle prolifère, elle s'éteint et sans arrêt renaît de ses cendres. » Voilà qui peut-être donne à la révolte quelque chose de crédible. C'est qu'elle renaît de temps en temps de ses cendres. Si le discours n'a pas la puissance de l'action révolutionnaire, le discours révolté de temps en temps renaît, répète, insiste, exactement comme le font les Danaïdes, que leur père, qui incarne de ce point de vue un ordre plus classique et patriarcal, cherche à freiner dans ses élans. Cette analyse s'achève, je vous remercie de l'avoir écoutée. Si vous appréciez ce travail, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le soutenir en vous abonnant à la chaîne ou en lui mettant un petit pouce en l'air. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour philosopher un peu à l'heure bleue avec moi.